Aujourd'hui, dans le podcast Autour du prêt, on reçoit Marc-Antoine Roux-Fauché, fondateur, président de Performant Immobilier. Restez avec nous, c'est vraiment intéressant. Dans les 8 dernières années, Marc-Antoine a développé quelque chose de très, très intéressant, un beau parc immobilier. Il vise 1000 portes d'ici 2027. Restez avec nous pour savoir comment il va faire. Bonjour et bienvenue autour du prêt avec Mireille JP. Aujourd'hui, on reçoit Marc-Antoine Roux-Fauché, qui est président fondateur du groupe Performant Immobilier. Donc, Marc-Antoine, bienvenue. Merci. Bienvenue à vous autres aussi. Merci. Merci d'avoir pris le temps de te prêter au jeu de notre podcast parce que tu dois être pas mal occupé présentement. Beaucoup de projets. Est-ce que tu peux me parler de Performant Immobilier puis ton rôle en tant que président fondateur dans l'organisation? Oui, certainement. En fait, Performant, maintenant, on fait que de la construction neuve. Ça arrive quelques acquisitions d'immeubles avec des terrains adjacents pour construire des nouveaux immeubles, justement, des nouveaux édifices sur ces terrains-là. Mais de où qu'on est parti, grosso modo, moi, j'ai commencé dans l'immobilier. J'avais 17 ans, si je me trompe pas. Fait que mon père avait acheté, on avait repassé chez le notaire quand j'ai eu 18 ans. Après, c'était un 4 logements. Okay, on avait acheté un 4 logements à Saint-Georges, en Beauce. Okay. Il était natif là-bas. Moi, j'étais encore aux études et tout. Puis j'étais à Québec. Fait que ça prenait quelqu'un qui s'occupe un peu quand même des rénovations et tout ça. Là, fait qu'on voulait rester proche. Puis c'était le premier actif aussi. Donc, il t'a mis dans le bain quand même assez rapidement, 17 ans. Ouais, en fait, c'est moi qui l'ai amené plus là-dedans. Là. C'est le fils qui a amené le père. Ouais, exact. Il connaissait déjà un petit peu ça quand même, mais faire le tremplin, c'est une autre décision. Fait que là, je l'ai poussé. J'ai fait quelques formations. Puis à un moment donné, on a essayé. Mais on savait quand même pas dans quoi qu'on s'embarquait. Tant que tu l'as pas essayé, tu le sais pas. Puis on entend toujours des mononcles qui disent tu vas déboucher les toilettes à 3 heures. Là, nous autres, c'est pas vraiment arrivé. Là, mais c'est ça. Fait qu'on a commencé là-dedans. J'étais aux études. Après ça, on achetait un par année. Puis en 2017, là, je suis tombé... en 2017, j'ai quitté le marché du travail pour me lancer vraiment à mon compte. Je suis revenu à Québec avec ma blonde, elle a fini ses études. On a commencé à faire un peu des flips, des achats d'immeubles usagés qu'on rénovait, on optimisait. Les immeubles. Mais ouais. Tu restais en bas de 5 logements ou... Ouais, au début, c'était pas mal du 5-6 logements parce que on en faisait quelques-uns par année. Puis aussi, on n'a pas commencé avec des 30-40 unités. Là, je pense que ça nous faisait peur aussi un peu dans le temps. On voulait commencer avec quoi de plus petit. On a fait de la gestion immobilière aussi. Je pense que c'était en 2018 qu'on avait parti on a parti Performant Gestion Immobilière qui est devenu Performant Immobilier par la suite. Donc là, on gérait nos immeubles, mais majoritairement des immeubles de des clients là, à l'externe. Fait qu'on faisait ça, dans le fond, tout ce qu'on pouvait faire pour réussir à créer notre propre salaire puis être vraiment à temps plein dans l'immobilier. On l'a fait à ce moment-là. Puis après ça, en 2020, je dirais, là, on avait fait plusieurs acquisitions depuis 2017 jusqu'à 2020. Puis en 2020, on a fait notre premier projet de neuf, de construction neuve. C'était un 16 logements à Charlebourg. Puis après ça, dernier achat était en 2021. Projet sur Louis XIV, 64 logements. Puis après ça, là, ça a été vraiment juste... Ça a été, dans le fond, cette transaction-là a comme marqué la fin de notre prospection d'immeubles usagés. Puis là, ça a été vraiment juste de l'immeuble neuf, du terrain, autrement dit. Je te ramène en arrière un peu, Marc-Antoine. Tu disais que tu as lâché le marché du travail, donc le fameux 9 à 5 en 2017. Mm-hmm. Mais tu étais déjà dans le domaine quand même de la construction. Tu as un background quand même dans ce domaine-là. Ouais, vraiment. Moi, j'ai étudié en génie civil à Charlebourg, ici à Québec. Puis après ça, j'ai été adjoint surintendant de chantier, un petit peu de chargé de projet aussi. Et pour finaliser, j'étais surintendant là, des chantiers à Montréal. Fait que j'ai pris beaucoup d'expérience dans la construction là, à ce niveau-là, c'est sûr. C'était des projets quand même d'envergure aussi, là, du 20 à 30 millions, immeubles en béton, centre-ville de Montréal. C'était quand même complexe. Là, fait que veux pas quand t'arrives, mettons, tu bâtis à Charlebourg, que t'as comme pas vraiment de restrictions de marge ou quoi que ce soit. C'était un autre game, si on veut. C'était plus facile ou... Je dirais pas plus facile, mais différent. C'était d'autres défis pareils. Parce qu'à l'inverse, le premier immeuble, quand je suis arrivé à Québec, j'avais pas vraiment fait de bois. C'était plus du béton. J'avais les connaissances, mais de le faire, c'est un autre... C'est des gros tours, j'imagine. C'était pas des tours, c'était des... mettons, on avait fait une salle de spectacle, amphithéâtre, école de cirque. Fait que c'était des
mixité d'usage, mais c'était quand même, je pense que la salle de théâtre, c'était 8 étages en béton, avec des gradins et tout ça. Fait que c'était plus compliqué qu'une tour en béton, justement. Mais quand même, le bois, c'est une autre spécialité, c'est un autre type de construction. Les étapes, c'est pas tout à fait pareil, c'est pas les mêmes corps de métier non plus tout le temps. Fait que c'est ça, c'est un petit peu... mais oui, j'ai toujours été là-dedans. Fait que t'avais un background, t'étais pas... Je veux juste passer le message, t'étais pas un verre là, qui est arrivé sur le marché en disant je vais révolutionner le marché puis je vais me partir en construction. T'avais un background là-dedans. Puis parle-moi un petit peu, pour connaître ton histoire, on se connaît quand même assez bien, d'avoir convaincu ton père Sylvain de se joindre avec toi. Ouais, ben honnêtement, ça fait quand même longtemps. Je m'en souviens pas totalement. Mais au début, c'était non, je veux pas. Tu sais, son premier, ça, je me souviens. Puis à un moment donné, finalement, à force de faire les chiffres. Comme un défi, j'imagine. Ouais, puis tu sais, moi, je voulais, fait que je le poussais. Puis à un moment donné, à force de faire les chiffres, c'est comme, tu sais, un peu rendu compte que, OK, tu sais, c'est accessible, puis c'est pas si pire que ça. Puis tu sais, dans le temps, à Saint-Georges, c'était un 4 logements, 160 000. Fait que c'était quelques dizaines de milliers de dollars de mise de fonds. C'était pas comme aujourd'hui que tu achètes un 6 logements à quasiment 1 million. Là. Ouais. Fait que ça a été beaucoup plus facile comme premier achat. Mais ouais, ça a été juste de pas lâcher le morceau. Puis maintenant, on en a acheté un. Puis après ça a été un par année. Un autre 4 logements, je me trompe pas, à Victo. Après ça, un duplex à Plessisville. Je suis natif de Plessisville. Fait que là, j'étais encore sur le marché du travail, mais j'étais capable de quand même gérer un peu plus les deux en même temps. Puis après ça a été à Québec. Okay. Puis ton père, c'est un gars de chiffres, donc il fallait que tu y présentes, j'imagine, là, des projets, que ça y parlait pour essayer de l'attirer. Oui, effectivement. Dans le fond, mon père était dans les finances, là, surtout en comptabilité là, à Saint-Georges. Puis c'est lui aussi qui avait... Je veux dire, le premier cruncher qu'on utilisait, c'était comme un peu le sien, c'est lui qui l'avait monté, puis là, on l'a peaufiné au fur et à mesure. Mais maintenant, c'est moi qui crunch les chiffres, puis qui s'occupe de toutes les analyses financières et tout. Mais c'est sûr qu'au début, c'est lui qui me l'a comme montré un peu, puis là, ben, avec les formations, tu t'améliores, là, tu as du vécu aussi, tu sais, le deuxième immeuble, tu l'analyses pas comme le premier, puis ainsi de suite. Fait que c'est toujours un constant apprentissage. L'élève a dépassé le maître. Puis performant, tu disais tantôt, tu fais la construction neuve, donc tu es principalement dans le créneau de la construction neuve maintenant, c'est rare que tu achètes l'usager. Est-ce que tu fais de la construction pour d'autres promoteurs ou pour tes propres projets seulement? Ben, actuellement, c'est que nos projets, mais on a des mandats qui vont débuter sous peu. Là, à l'automne, on devrait avoir un premier mandat, dépendamment de comment les financements vont, les permis, etc. Fait que, on rouvre un petit peu ce marché-là pour, comme tu dis, c'est que nos projets. On est rendu quand même une belle équipe à l'interne. On est quasiment à 15, autant en développement qu'en comptabilité, qu'en construction et sur les chantiers. Mais des fois, quand tu as un projet qui décale, ben, on a des employés quand même. Là, fait qu'il faut avoir d'autres options. Fait que c'est soit qu'on réussit à devancer un projet ou, à l'inverse, si on a justement des projets qu'on va chercher avec des clients externes, ben, ça vient nous aider un petit peu. Puis d'un autre côté, ben, on peut, on vient de le vivre avec les taux d'intérêt, tout ça. Ben, maintenant, on savait comme pas trop sur quel pied danser, même les financements encore aujourd'hui. Les délais, ça va bien, mais des fois, ça peut s'allonger. Là. Juin arrive dans pas long. On l'a vécu dans les dernières années, du 6 mois à avoir des approbations. Ben là, si tu as 6 mois de retard, d'avoir d'autres cartes dans ton jeu, ça peut être intéressant. Là. Donc, on peut faire une certaine diversité, là, puis assurer la pérennité de l'entreprise aussi. Tout, là. Parce qu'on a certaines inquiétudes présentement. À autour de le podcast, on est au mois de mai, puis on s'attend à avoir des nouvelles en juin, là, comme tu l'as précisé. La SCHL, peut-être certains changements. Pour Exact. quelqu'un comme toi, on parlera un peu de tes réalisations, mais tu es un gros joueur dans la région de Québec. Ça fait-tu peur, ça, des changements de financement, des changements à la SCHL, des changements bancaires, des délais qui s'allongent? Ben, peur... Oui et non, là. Dans le sens, nous autres, pendant la COVID, on n'a jamais arrêté. Au contraire, on a reparti plein de nouveaux projets, puis honnêtement, on est content de l'avoir fait, mais c'est sûr, il va falloir s'adapter. On n'aura pas le choix. Même actuellement, on a fait quelques acquisitions là, depuis Noël, puis c'est des financements qui vont partir à l'automne. Mais aujourd'hui, là, on est en développement, on est en analyse, mais nos rapports d'efficacité énergétique, on attend. On ne sait pas ce qui va se passer en juin, ça va-tu fonctionner encore? L'abordabilité, l'accessibilité, on le sait comme...
on est un peu en stand-by tout le monde, puis en même temps, on veut pas aller trop vite, parce qu'on peut peut-être le faire inutilement. Fait que pour un mois, on est aussi bien d'attendre un petit peu sur certains. À l'inverse, il y a d'autres dossiers qu'on va envoyer le plus vite possible là, dans les prochaines semaines. Parce qu'il est prêt. Il est prêt, puis on va être sûr de passer ces barèmes qu'il y a là. Fait que c'est comme l'année passée, ça avait fait pareil. Ouais. Heureusement, on était prêt, là, on était vraiment comme à mini moyenne de l'envoyer. Fait que quand on a eu l'avis, ça a été facile de go, on clenche, puis on a parlé avec tous nos partenaires aussi, puis go, on se dépêche tout le monde, puis ça a bien été, on a envoyé 2 en une semaine. Mais toi, acheter un terrain maintenant, savoir que tu pars le financement en octobre, ne connaissant pas les paramètres de financement, ça te fait pas peur d'avoir un terrain qui peut-être va être dévalué ou va être plus dur à construire ou le proforma va marcher peut-être un petit peu moins? Ben, en fait, oui, le proforma va marcher un peu moins, mais il y a quand même, tu sais, à date, on a tout le temps trouvé des solutions, on va ajuster le projet. Si en plus, tu as un bon deal à l'achat du terrain puis tu réussis à l'optimiser, le financement, c'est quand même un peu, je dirais pas secondaire, là, parce que c'est ça qui fait quand même ton rendement. Mais tu sais, c'est comme les taux d'intérêt, quand ça l'a monté, c'était quand même, oui, tu as plus de mise de fonds, mais nos rendements étaient quand même excellents, pareil. Fait que c'est juste de réussir à jongler avec tout ça, puis d'être conscient de tout ça. Là. Tu sais, ce qu'on a vécu en 2017, 18, 19, 20, on récupérait plus que les mises de fonds investies. C'est complètement différent maintenant. Puis c'est correct aussi, là, dans le sens qu'avant, c'était quasiment extraordinaire, puis c'était pas la vraie immobilier. Là, aujourd'hui, c'est de l'immobilier, puis c'est comme ça que on revient à une normalité. Ouais, exactement. C'est juste de... comme je disais tantôt, oui, ça fait peur, mais non en même temps. C'est juste de réussir à jongler avec tout ça, puis être conscient aussi. Tu achètes ton terrain, ben, quand tu achètes ton terrain, tu sais souvent le projet que tu vas faire parce que tu fais tes vérifications diligentes, mais tu n'as jamais la finalité de ton projet. Là, ça se fait plus tard. Fait que cette notion-là est toujours, peu importe si les règles ils changent ou pas, tu es toujours un peu en attente de ton projet final. Fait que c'est quoi, là, je te prends au dépourvu, mais peut-être ta plus grosse balle courbe que tu aurais eue, surtout au niveau du financement. Y a-tu un 500 000 de moins qui a été retranché du financement à cause qu'il y a des règles qui auraient changé, des taux qui auraient augmenté? Il y a 1 million de dollars de rachat de taux. C'est quoi la plus grosse balle courbe que tu aurais eue en financement? Des rachats de taux, on a un peu, mais pas des gros montants, là, peut-être du 30-40 000 à peu près maximum sur des prêts de 10 millions. Fait que, ça a été quand même... On était chanceux, comme à l'inverse, ça aurait pu être 200-300 000. Fait que ça, c'était une question de timing. Ça passait un petit peu mieux. Oui, exact. Sinon, je pense que le pire, ça a été quand on a commencé à faire du APH abordable, alors que, mettons, il y a 2 ans. T'sais, nous, souvent, c'est du redéveloppement de terrain. On n'est pas propriétaire de 1001 terrains vacants à Québec, que ça fait 10 ans qu'on est assis dessus puis qu'on va construire dans le futur. Fait que souvent, on achète des duplex, puis on démolit, puis on rebâtit plus gros. Fait qu'à un moment donné, il y a 2 ans, les fameuses règles SCHL disaient que tu as une propriété existante, tu démolissais, tu ne te classais pas en APH. Fait que là, on faisait juste de l'efficacité énergétique. Fait que ça coupait les financements pareil un peu. Parce que tu veux aller chercher un 100 points. Ouais, pour c'est ton ça. projet Exact. à ce moment-là. Exact. Fait que là, finalement, on se classait plus sur 50 ans, on se classait souvent à 40, si je ne me trompe pas. Ouais. Puis, ça fait que notre RCD, c'est lui qui drivait le montant de financement. Fait que tu as parlé d'un 500 000 de coupure, c'était à peu près ça dans ces cas-là. Puis, l'année d'après, ils ont aboli cette règle-là, tu avais le droit de démolir, puis fait que ça a été frustrant un peu, mais qu'est-ce que ça fait partie de la vie. Le projet est fait, tout est occupé, tout est livré, il roule bien, puis très rentable pareil. Fait que, mais souvent, corrige-moi si je me trompe, Marc-Antoine, mais souvent, sur le coup, ça fait mal. Sur le coup, c'est une catastrophe. On se demande comment on va s'en sortir. Puis 2, 3, 5, 10, 15 ans plus tard, on se rend compte que c'était pas grand-chose finalement, que le projet faisait vraiment du sens. C'est une petite balle courbe qu'on a eue à ce moment-là, mais on passe au travers. C'est sûr que se faire un flip, le revendre dans 1 an, ton 500 000, il fait mal. Ouais. Mais dans 20 ans, le 500 000 sur plusieurs millions que ça va valoir, ça vaut la peine de faire le projet quand même. La prise de valeur du assurément, puis même j'irais plus loin que ça. Dans ce projet-là, on avait de l'abordabilité. Puis on l'a enlevé, l'abordabilité. Notre immeuble a pris de la valeur. On n'a pas eu plus de financement. Mais quand je disais tantôt, le financement, c'est comme, oui, c'est important, mais en même temps, c'est comme une donnée. C'est un facteur dans l'immobilier, puis il n'y a pas juste ça à considérer non plus. On a mis un petit peu plus de mise de fonds, mais mettons que notre immeuble valait 400 000 de plus. Notre rendement, il était présent, ça a super bien été. Fait que dans 5-10 ans, lors des refinancements, on va aller rechercher cette valeur-là ou ce montant-là. Il n'est pas perdu, l'argent il est juste perdu dans l'immeuble. Puis l'immobilier, c'est quand même du long terme. Comme tu disais, les flips, c'est différent, mais nous, c'est pas ça. On bâtit le parc, puis on le fait pour le long terme, le futur et tout. Hey, parlant de parc, t'es rendu où dans ton parc immobilier? Actuellement, à Noël, on va atteindre le 500 portes avec ce qu'on a en construction. Là, on a livré quelques-uns en avril.
Mais là, on est aux alentours d'à peu près 150 unités en construction actuellement, réparties sur 3 projets. Tu as 3 chantiers présentement en construction. Exact. Ouais. Parce qu'on on avait 5 avant avril, on a livré 2, fait que là, on rebaisse. On débute des nouveaux chantiers aussi là, dans le coin des vacances de la construction. On est supposé repartir 2 nouveaux chantiers qui totalisent 120 quelques unités cette année. Puis après ça, on est rendu déjà 2026 avancé. Là, donc 500 là, puis peut-être on a un 300 portes peut-être en 2026. Sur la planche à dessin. Ouais, exactement. Fait que le 1000 s'en vient, le 1000 portes. Quand même. L'objectif, c'est fin 2027, début 2028. Seront peut-être pas toutes livrées, mais au moins les mises en chantier vont être faites. Puis la cadence est partie, là, justement. Actuellement, cette année, on avait 150 en construction, on en restart 100 quelques là. Fait que c'est comme si on a roulé à 250 mises en chantier là, cette année. L'année prochaine, ça va être similaire. Même les projets sont un petit peu plus gros. Fait que d'après moi, on va dépasser ce chiffre-là. Fait que le 1000 va être atteignable selon notre objectif. Très intéressant. Parle-moi juste, Marc-Antoine, excuse-moi, Mira, je veux juste une petite question qui me vient en tête. Quand tu livres tes projets, tu dois être tout près de 100% loué. J'imagine que c'est l'objectif. Ouais. Sens-tu un ralentissement un petit peu dans la location des immeubles, je vais dire haut de gamme, mais tu sais, au-dessus de 1300, 1400, 1500 $ par mois? Est-ce que tu sens un ralentissement sur la location? Les grandes unités, mettons, 5,5, 4,5. OK. Ouais, ben ça, c'est un bon point. Les grandes unités, je dirais, les loyers sont de plus en plus chers. Je pense, honnêtement, à Québec, ça dépend, t'es situé où, là, mais la plupart de nos immeubles, on les livre quasiment plein à 100%. Même à Sainte-Catherine, on a un projet, on l'a livré, puis on l'a livré en avril, c'est pas le 1er juillet, puis on était à 22 sur 24 de louer. Fait que un mois après, on était à 24, c'est quand même excellent. Québec, c'est quand même pareil. Lévis, c'est plus tough, honnêtement. Là, Lévis, parce qu'il y en a plus. Oui, ouais. Exact, puis les prix sont aussi hauts qu'à Québec, mais là, il y a tellement de demandes. Nous, on n'est pas non plus dans des unités. Je pense, oui, on a des 5,5 sur 2 étages à 2000, mais la plupart du temps, c'est comme tu dis un peu 1400, 1500, là, c'est pas mal notre range. C'est comme du moyen haut de gamme là, qu'on dit. Des petites familles. Puis... Exact. À l'inverse, je dirais actuellement, ce qui nous reste à louer, c'est pas une question de prix. C'est souvent nos 5,5. Dans des projets, c'est les 5,5 qui sont plus durs à louer. Fait que là, ben, c'est soit tu attends, soit tu donnes un petit incitatif pour la location. Parce que le prix est bon, c'est pas une question. T'es au marché. Ouais, on est au marché, puis même on n'est pas au-dessus du marché. Okay. On est juste. Dans la moyenne. Ouais, exact. Mais un 5,5, ça revient cher. Puis les loyers, tout a monté. L'épicerie a monté, les loyers ont monté, les salaires n'ont pas tous monté. Mais tu sais, une petite famille, peut-être qu'elle fait des concessions. Ouais. Au lieu d'avoir un 5,5, on prend un 4,5, voire 2 enfants dans la même chambre. Fait que tu sais, il y a quand même le 4,5 reste plus accessible quand même, puis on pousse pas pour faire énormément de 5,5, même si ça n'en prend. C'est quand même intéressant d'en avoir, mais on va se situer entre 10 et 20% maximum, 10-15% là, de 5,5. À l'inverse, des fois, dans certains quartiers, ils obligent des pourcentages de grands logements. Ah ouais? Okay. Comme à Limoilou, exact. Okay. C'est soit le nombre de chambres ou la superficie. Donc là, on est quand même capable de jouer un petit peu là-dessus, mais ça reste que je veux dire, c'est plus difficile de configurer un immeuble avec des pourcentages de grands logements. Donc là, tu deviens comme obligé d'en mettre un peu plus. Quand tu détermines le loyer marchand, avant que tu l'affiches, est-ce que tu y vas avec des comparables? Tu dis, bon, dans le secteur, un 4,5 se loue en moyenne 1450, ou tu ramènes ça au pied carré? 1,50 du pied carré, 2 piastres du pied carré, 2,25 du pied carré. Parce que des fois, un 4,5 n'ont pas toutes la même superficie. Donc, ça devient dur des fois de comparer pourquoi ce 4,5-là, il est 1500 puis lui, il est 1300. Donc, toi, est-ce que tu ramènes ça au pied carré ou tu restes juste comparable 4,5 pour 4,5? On fait les deux, je dirais. Dans le sens, le taux au pied carré est important, puis même la banque va le regarder, le taux au pied carré. Là, si tu as des 4,5 à 3 piastres du pied carré, juste parce que. Mais si ton 3,5 avait. J'exagère, là, ça ne fonctionnerait pas, mais mettons 600 pieds carrés. Ouais, là, ils vont se poser des questions, ça ne marchera pas. À l'inverse, juste le taux au pied carré, étant donné qu'on construit les unités un petit peu plus petites qu'avant, à cause du coût des loyers, ben là, les taux au pied carré ont tendance à monter. Fait que, on vient jouer un peu, mais à un moment donné, un 4,5 à 1800$, parce que tu resterais dans un taux au pied carré respectable, mais qui est trop grand, on va avoir de la misère à le louer, fait que ça ne marche pas. Fait que là, le taux au pied carré va être impacté à la baisse, fait que c'est un mix des deux méthodes. Okay. Puis j'ai une question par rapport à, des fois on voit ça, les 4,5, puis avec le télétravail aujourd'hui, il doit y avoir des clients qui demandent, bon, y a-tu un petit bureau
pense qu'on appelle ça le den, là, on voit ça. Est-ce que tu penses à ça quand tu fais ta conception, des fois? Oui, C'est pas un 4,5, c'est pas un 5,5, mais comme un 4,5 plus ou 4,5 3,5 plus, plus. ouais. Mais oui, souvent, on essaie d'y penser. Des fois, on peut pas tout le temps, là, dans le sens que on fera pas volontairement des unités plus grandes pour ajouter un bureau, parce que souvent, les gens, dans la deuxième chambre, des fois, ça va servir un bureau. C'est une chambre d'amis, tu mets un bureau. Quand même, il y a une certaine flexibilité où les gens, ils s'adaptent à ça. Mais à l'inverse, quand on a... par exemple, des endroits, je dirais pas des endroits morts dans l'appartement, mais des fois, tu sais, bon, qu'est-ce qu'on va faire? C'est la meilleure place souvent pour ajouter un bureau, puis on essaie d'y penser d'avance, soit des 3,5 plus ou des 4,5 plus. Puis souvent, c'est des unités, exemple, c'est un immeuble en L qui est plus gros un peu, l'unité intérieure dans le L intérieur, comme difficile à aménager, fait que ça fait des grandes unités. Souvent, c'est facile de faire un 4,5 plus dans ces unités-là ou des 3,5 plus. Parle-moi un petit peu, là, le nombre de projets que tu vas faire est limité par le nombre de terrains que tu vas trouver, entre autres. Ouais. Toi, tu trouves des terrains. Donc, c'est pas une cachette. Tu fais des projets, tu trouves des terrains. Okay? Bon, même, ouais. On entend qu'il manque de terrain partout. Je pense que je suis pas sûr qu'on peut nommer ce terrain-là. Fait que je vais parler en parabole, mais tu vas comprendre où je m'en vais. Il y a un terrain dans la région de Québec que je passais par là à chaque jour. Ça va faire 4 ans qu'il est à vendre. Et là, j'ai su récemment que c'est toi qui l'as acheté. Tu sais très bien de quoi je parle. Okay? Pourquoi toi, tu as réussi à faire quelque chose avec alors que personne n'avait réussi? Pourquoi tu l'as trouvé? Comment tu fais pour toi trouver des terrains intéressants alors que les autres ont passé là tous les jours et l'ont pas vu de façon intéressante, ce terrain-là? Ben, la ville, pour ce terrain-là en particulier, la ville, le zonage a évolué aussi, là, avec la pénurie de logements, avec l'objectif de 80 000 unités, 80 000 nouvelles unités d'ici 2040, ça. Le zonage a beaucoup s'est amélioré de façon favorable, autant avec les ratios de stationnement que je pense que c'était les logements par hectare ou quelque chose de genre qui a comme été aboli. Fait que ça nous a permis de le densifier puis de l'optimiser. Fait que ça l'a aidé grandement. On a revu un peu toute la configuration de l'immeuble aussi. Puis finalement, on fait quand même un immeuble quasiment un 50 logements à côté du cégep. Ça devient quand même intéressant. Puis on a adapté l'immeuble aussi pour... notre clientèle, c'est des étudiants, jeunes professionnels un peu. On est quand même proche de tous les arrêts d'autobus. Puis tu sais, l'emplacement de l'immeuble, on peut se rendre en ville assez rapidement aussi. Il y a beaucoup Parce que le terrain, c'est pas un terrain qui est carré, là, c'est un terrain qui a une forme un peu particulière. Ouais. Puis, contamination, ça ne le cachera pas, c'est une ancienne station d'essence. Donc, ceux qui restent dans la région de Québec vont savoir de quel terrain je parle. Toi, ça te faisait pas peur, ça? Ben, on a fait 1001 tests, honnêtement. On a redépensé quasiment 50 000 $ d'analyse de sol, même si tout était fait. Puis là, on était la ville, c'était une des conditions d'émission du permis. Là, on est, dans le fond, on est en train de tout est rendu conforme pour du résidentiel. Un petit peu de gestion de sol quand même, mais toute la job est faite ou va finaliser de se faire là, durant le début de l'excavation. Fait que oui, ça fait peur, mais on a quand même fait les vérifications pour. On n'a pas acheté ça les yeux fermés, puis le prix est en conséquence aussi. Il y avait un risque, mais un risque calculé parce qu'on avait les bons professionnels avec nous aussi. Ça fait combien de temps tu le regardais, ce terrain-là? Honnêtement, ça faisait longtemps que je l'avais vu aussi. Un peu oublié. À un moment donné, il est tombé sur le marché aussi, là, si on ne se le cachera pas. Ça n'a pas été exemple du cold call, puis on a trouvé le terrain. Mais je n'avais déjà entendu parler du terrain aussi. Fait que quand je l'ai vu, j'étais déjà informé, au courant. Ça n'a pas été trop long. On a déposé un offre. On est rentré dans nos vérifications diligentes, puis on a foncé là-dedans. Quand je reviens, j'ai juste une question. Ouais. Quand tu dis que toutes les vérifications étaient déjà faites sur le terrain, mais tu as quand même fait tes propres vérifications, c'est que il y avait déjà des phases, le vendeur te fournissait déjà des phases environnementales ou... Ben oui, en fait, ça a été fait en 2010, je ne me trompe pas. Okay. Mais les tests de sol, les critères d'analyse avec le ministère, ça a évolué aussi dans le temps. Là. Fait que ce qui était conforme en 2010 ne l'est probablement plus aujourd'hui. Fait que ça, c'est important d'aller voir puis de s'assurer, on creuse dans quoi. Là. Des fois, même nous autres, un professionnel va recommander une phase 1, mais pas de phase 2 parce qu'il n'y a rien. On va toujours faire, nous, une phase 2 volontaire pour être sûr, parce que quand tu vas creuser, puis tu fais, exemple, un stationnement, mettons, tu creuses 100% de ton terrain, tu fais un stationnement souterrain, il y a beaucoup de milliers de tonnes à sortir. Là. Mais du AB versus du BC ou du A, c'est pas le même prix la tonne. Donc ça, c'est... On l'a... Je pense que notre premier projet, on l'a pas fait. Ça a bien été, ça n'a pas eu d'impact.
mais on a tout de suite réalisé que, OK, S'il y en c'était avait important. une, Là, ouais. Puis là, on fait tout le temps des souterrains quasiment maintenant. OK. On construit plus en ville, on densifie les terrains, fait que plus d'espace à faire les stationnements extérieurs. On a beaucoup plus de volume d'excavation. Ça peut aller assez vite, honnêtement. Là, Je peux pas te faire prendre. non. Un point que je voulais amener avec toi, Marc-Antoine, c'est tes partenariats. Ouais. Donc, tu fais des projets, tu as des partenaires avec toi. Je pense que c'est pas une cachette, on peut le dire. Ouais, sûrement. Là. Il y a 1001 façons de faire des partenariats. Il y a plein de choses qui existent. Il y a des avocats spécialisés en partenariat. Donc, c'est la preuve qu'il y a plein de formules. Toi, sans entrer dans les détails, de quelle façon tu approches tes partenaires? Est-ce que ça a évolué au cours des différentes années? Qu'est-ce que tu demandes à tes partenaires? Ben, tu sais, dans le fond, nous, comme tu disais, on a des partenaires dans tous nos projets. À la quantité de projets qu'on fait aussi, on ne pourrait pas tous les faire seuls. Là. On manquerait de liquidité assurément. Puis c'est la force des partenaires. Tu sais, eux autres, le rapport, c'est des liquidités qui amènent avec nous. Le modèle a évolué aussi au fil du temps parce que les projets ont évolué au fil du temps et le marché a évolué aussi. Tu sais, en 2020, quand tu récupérais 100% de ta mise de fonds, c'était plus facile avec tes partenaires de dire, ben, mets l'argent, moi, je m'occupe de tout. Mais là, ben oui, exact, puis ça allait bien. Mais aujourd'hui, c'est un petit peu plus difficile parce que le financement a changé. Puis, comme je disais tantôt, ce qu'on faisait avant, on ne le fait plus aujourd'hui. Les coûts de construction ont monté. Tout l'immobilier, c'est comme adapté. Puis aussi l'ampleur de nos projets. C'est dans le sens que on fait des projets de, mettons, notre moyenne est à peu près 10 millions versus au début, c'était 2-3 millions. Ben, les gens ils aiment ça qu'on se commette aussi plus avec eux monétairement, là, dans le sens qu'on a quelque chose à perdre. Fait que ça, c'est important aussi. Puis après ça, il y a plein de façons de structurer le partenariat, soit en pourcentage de part, qui fait quoi, les honoraires, vice-versa. Donc, c'est un peu variable. Puis c'est aussi, je pense, quand on ajuste un partenariat, c'est aussi en fonction de ce que veut le partenaire. Tu sais, il y a des partenaires qui, eux, veulent telle chose, ils veulent pas déroger, d'autres sont plus flexibles, fait qu'on s'adapte un peu à tout ça, puis même les terrains aussi, c'est pas tous les partenaires qui veulent un terrain X, là, dans le sens qu'il y en a dans qui... tel secteur. Ouais, c'est ça, le secteur, ou un terrain plus risqué, il y en a que c'est permis émis, d'autres, on va aller chercher le permis sous 2 ans, tu sais, fait que c'est variable là, selon la tolérance au risque aussi, là, je dirais. J'imagine que chaque partenariat ou chaque projet est différent, mais il doit y avoir une base quand même qui se ressemble, puis tu ajustes selon le projet puis les partenaires. Oui, exactement, effectivement. Puis, c'est la base, comme je disais, nous, on reste toujours dans nos projets. On est propriétaire. On est le promoteur, le constructeur, puis après ça, on reste propriétaire. Même chose pour nos partenaires. Quand on rentre un partenaire dans un projet, la prémisse de base, c'est on veut rembourser l'argent à tout le monde en priorité. Puis après ça, une fois que l'argent est remboursé, il n'y a pas de rachat de part ou quoi que ce soit. Tout le monde reste avec nous parce que l'immobilier, c'est du long terme. Donc, je dirais que c'est la prémisse de base. Après ça, c'est variable, c'est flexible. J'imagine quelqu'un qui voudrait t'approcher, qui est plus en phase-out, là, qui voudrait dire, moi, je prends ma retraite de l'immobilier dans 3 ans, je prends embarquer avec toi pour 3 ans pour ce projet-là. C'est pas tant le partenaire que tu recherches. Plus ou moins, je dirais, là, dans le sens... peut-être certains projets pourraient être intéressants. Exemple, si on fait un achat de terrain avec une bonne prise de valeur, changement de zonage, puis qu'on sait que le projet va durer 2-3 ans, puis qu'après ça, on construit le projet avec d'autres partenaires, ça pourrait fonctionner. Fait que, tu sais, on dit jamais non. Là. Je pense que chaque deal est à analyser, mais a priori... Oui, exact, chaque partenaire. Mais c'est sûr que si c'est un projet de construction neuve, détention long terme, c'est probablement pas le bon partenaire pour nous actuellement. Là. Puis le premier partenariat, tu nous en parlais, ça a-tu été complexe? Ça a été quand même facile? Ben, honnêtement, ça a super bien été. C'était de l'existant, j'imagine? Les premiers partenariats, c'était de l'existant, en effet. Dans les flips, existant et flip, là, un mix, c'est comme arrivé un petit peu tout en même temps. Puis là, justement, c'était un peu qui fait quoi. C'était Puis, tu sais, honnêtement, dans le temps, ça, je remonte, c'est en 2017. Là. Fait que je me souviens pas de tout non plus. Mais, tu sais, dans le temps, nos partenariats n'étaient pas structurés pareil. Oui, on a toujours des conventions d'actionnaires qui fait quoi. Mais, tu sais, on oubliait des choses. Là. Puis, tu sais, en plus, les flips qu'on avait faits, ça n'a pas été les plus lucratifs. Là. On en a fait 2, mais on n'en a pas fait d'autres. C'est des flops? Non, on n'a pas perdu d'argent. C'est correct. Mais tu sais, dans le sens qu'on a travaillé, je sais que, exemple, aujourd'hui, j'entends les flips, ben rémunère-toi à l'heure, fais-le pas gratuitement.
parce que si au final, il n'y a pas d'argent qui se fait ou un qui en fait plus que l'autre, ben, des fois, ou un qui travaille plus que l'autre pour des frustrations. Mais dans le temps, il n'y avait pas de rémunération à l'heure. Là. C'était genre, on travaille, puis on fait le flip, on veut juste l'amener à bon port, puis après ça, passer à d'autres choses, le vendre. Mais j'ai pas eu de flop, ça a bien été. Mais on a évolué, comme je disais, on a fait des erreurs. Je dirais pas des erreurs, mais on n'a pas pensé à tout. Puis c'est normal, c'est l'expérience. Ouais. Là, on est en 2025, là, ça fait 8 ans qu'on fait des partenariats. C'est sûr que c'est pas la même structure qu'on avait en 2017. C'est quoi les défis que tu vois dans le métier? Il y en a plusieurs, j'imagine. C'est-tu de trouver les terrains? C'est-tu de trouver les partenaires? C'est-tu avoir un bon financement? Avoir une bonne construction? Avoir des bons employés ou des corps de métier là, qui sont fidèles à toi? C'est quoi, selon toi, les plus grands défis que tu fais face? Il y en a quelques-uns, là. Justement, côté main-d'œuvre à l'interne, on a de plus en plus de terrain qui rentre, avec l'équipe a grossi. Puis en plus de tout ça, des fois, on a des pics. Fait que, à l'automne l'année passée, les 160 quelques portes qu'on a en construction là, on les a toutes débutées à l'automne ou à l'été. Fait que ça a fait un énorme rush en même temps. Après ça, ça l'a rebaissé. Mais là, on est en train de planifier, on est en acquisition, fait qu'on a des analyses. On lance des nouveaux projets à l'été puis à l'automne 2025, d'autres en 2026. Fait que là la roue a comme pas ralenti bien comparé aux autres années. Puis c'est correct aussi, mais justement, ça prend de la bonne main, ça prend de la main-d'œuvre, dans le sens où on a besoin des nouveaux chargés de projet, des estimateurs, surintendants, chargés de projet au développement aussi, etc. Fait que la roue, elle continue de tourner ou de grandir, mais au moins, on a des terrains en avant de nous aussi, fait que c'est moins inquiétant de quand tu trouves la personne que tu veux, la personne clé, ben go, viens-t'en dans l'équipe, puis on avance. Sinon, côté terrain, ça va bien, honnêtement. On a beaucoup de terrains qui rentrent, dans le sens qu'on n'en manque pas, puis il en arrive tout le temps. Des fois, sans dire tes sources, là, mais c'est-tu des leads que tu reçois de la part de courtiers? C'est-tu du cold call que tu fais à l'interne? Des contacts. Ouais. Comment tu les as? Un mix de tout, là. On achète quelques terrains des fois via les courtiers. Honnêtement, c'est pas la place qu'on achète le plus quand ils sont sur le marché. Souvent, il est déjà un peu trop tard, je vais dire, là, du moins pour nous. Fait que souvent du cold call, puis des retours de cold call. On vient d'acheter un terrain, en 2021, on était dessus, puis on vient de notarier, là. Dans le sens qu'on l'avait abandonné, puis il est revenu, puis finalement, on fait un super beau projet. C'est le vendeur qui t'a rappelé? Oui, c'est le vendeur ou un professionnel du vendeur qu'on connaît, dans le sens, hey, j'ai un terrain qui pourrait être à vendre, ou le vendeur pourrait être à vendre, ça t'intéresserait-tu? Fait que c'est beaucoup de bouche à oreille contact. On est quand même rendu visible. Je pense que ça l'aide aussi. Fait que c'est une des raisons pourquoi il y a de plus en plus de terrains qui arrivent avec nous. À nous, en fait. Mais semer des graines, là. Oui, c'est ça, en 2021, puis on est en 2025 Oui, puis la prospection du cold call, c'est important. Souvent, on en fait, on arrête, on recommence, mais c'est souvent la continuité de tout ça. Juste en faire un peu tout le temps, puis à un moment donné, c'est là que ça paye. Les gens, étonnamment, dans le terrain versus l'immeuble, c'est un peu différent. Un immeuble à revenu existant, ça se lègue plus facilement. Un terrain, c'est une dépense pour certains pareil, parce que tu as des taxes à payer, mais tu as zéro revenu. Fait que souvent, les gens sont plus enclins à se départir de des terrains qu'ils ne développeront pas qu'un immeuble qui se paye tout seul puis qui prend de la valeur. Fait que parce qu'avant 2020, on faisait beaucoup de cold call reliés à du locatif existant. Fait que on frappait plus souvent des noms là, que dans le terrain, mais ça reste, ça prend de la rigueur là, de toujours en faire, toujours continuer. L'art des suivis. Oui, exactement. Un bon CRM pour tout ça. Puis rendu que tu es rendu, tu as peut-être d'autres défis, là, mais j'ai une parenthèse, j'ai une question qui me vient en tête. Rendu que tu es rendu, y a-tu un nombre de pieds carrés minimum que tu regardes pour un terrain ou un nombre de portes que tu es prêt à construire? Parce que je pense qu'un 6 logements t'excitera peut-être plus comme il t'excitait en 2017. C'est-tu un 20 logements, un 25, un 40 que tu veux commencer à regarder? Ben, je dirais, on n'a pas de chiffre préétabli, mais on pousse beaucoup justement avec les stationnements intérieurs. Fait que, pour le rentabiliser, c'est en haut de 40 logements, 40-50 logements. Puis honnêtement, c'est pas plus complexe faire, mettons, un 60-70 qu'un 30 logements avec stationnement intérieur. Fait que, on pousse pour du plus gros. On monte l'équipe aussi. C'est ce qui nous permet de réaliser plus de portes, plus de livrer plus d'immeubles, mais avec la même équipe aussi. Là. L'équipe, elle a grossi, mais les projets aussi ont grossi, puis on n'a pas doublé ou triplé l'équipe pour ça. Là. C'est vraiment le nombre d'unités qui a évolué.
Fait que je te dirais dans ces ranges-là, là, du 40 et plus, là, mais à l'inverse, on ne dira pas non un 36. Même un 24, on ne dira pas non. Même, on vient de finir un 8 logements qu'on a livré. À la base, le 8 logements, si on l'achetait pour faire du plus gros, on avait des plans A, B, C. Finalement, on a fait le plan C qui est un 8 logements, mais quand même, ça a été un bon projet, on l'a fait, puis il va être rentable, puis c'est bien correct. Okay. Puis au niveau des défis, on parlait des défis tantôt, comment tu vois la bébite de financement? Tu es là-dedans tous les jours, puis on se parle souvent pour le financement. Tu maîtrises vraiment bien ton sujet. Là, quand tu parles de financement, tu connais tes paramètres. Comment tu vois le big picture du financement? Ben, c'est sûr que là, avec ce qui va s'en venir en juin, que personne ne sait, on ne sait même pas la date non plus, on sait comme rien. C'est go, on se dépêche à envoyer des financements avant, mais on ne sait pas c'est quand, fait qu'on va-tu être capable, on va-tu pas être capable. Puis à l'inverse, les financements qu'on doit déposer après, on est comme un peu en stand-by. Si l'efficacité énergétique change avec l'abordabilité ou vice-versa, ben là, on ne commencera pas à aller faire plein de rapports pour un financement qu'on enverra en juillet. On va peut-être attendre un peu. Puis fait que ça, c'est un peu. On est comme, je dirais pas sur le stand-by, mais on attend. Fait que, on fait ce qu'on a à faire pour les projets-là, puis là, on met toute l'énergie qu'on peut sur les projets-là pour les envoyer avant. Puis là, après, ben, on va s'adapter. C'est sûr que ça va, comme on disait tantôt, ça peut changer les mises de fonds. Ça peut changer des délais aussi de projet, là, peut-être. Là, je ne dois pas être le seul, un peu comme les 2 dernières années, qui pousse là. Fait que, un projet comme normalement, en envoyant un financement là, on débutait en août ou en septembre, on va être encore capable? Ça, c'est une donnée qu'on le sait pas. On aimerait ça juste pousser un soupir de soulagement. Ah, c'était juste ça. Ouais. Dans quelques semaines, on va le savoir. Ouais. Là. Oh, ouais. On sait qu'à chaque année, c'est fin mai, début juin que la vie de la SHL sort. Fait qu'on est à quelques semaines près. Un défi que je ne sais pas si tu as pensé, mais nous, on fait face souvent dans le financement. Quand tu as des partenaires en plus, les financements sont longs. Les documents sont très nombreux. Est-ce que tu sensibilises tes partenaires à être prêts? Parce que présentement, on est au mois de mai, ça fait 3 fois qu'on le dit, là, on est au mois de mai. Là, la SHL demande les rapports d'impôt 2024. Ouais. Mais je ne sais pas si tu réalises, mais on a des clients qui n'ont même pas encore leur 2023. C'est mon comptable qui est là, je ne le trouve même pas. Non seulement ça me prend le 2023, mais ça me prendrait le 2024. S'il y a 10 personnes dans le partenariat, là, puis il y en a 4-5 qui retardent la roue, comment tu gères ça? Ben ça, c'est quand même... oui, c'est un enjeu, effectivement. C'est ton père, directeur des finances, qui gère ça. Non, ça, c'est moi, la partie partenariat, c'est vraiment moi. Puis je suis quand même très structuré à cheval là-dessus. C'est rare qu'il manque des documents, puis quand il en manque, je pousse. L'année passée, justement, en 2 semaines, on a soumis, puis on était 6 partenaires. Il n'y avait rien de fait. En 2 semaines, on a tout envoyé, il ne manquait rien. Fait que ça a vraiment bien été, mais c'est ardu, là, dans le sens c'est suivi après suivi, puis c'est pas un suivi aux semaines. Là. C'était dans un cas comme ça, un peu extrême, là, c'était à tous les jours, s'assurer, puis prends le téléphone, pas juste le courriel. T'es-tu sûr que tu as eu mon email? T'es-tu correct? Puis t'as-tu des questions dessus de l'aide? Confirmations de lecture pour être sûr. Ouais. C'est sûr que, comme je dis, c'était extrême quand tu as un petit peu plus de temps. Là, on est moins à cheval, mais ça, c'est quand même difficile. Puis plus tu as de monde, plus c'est difficile, justement. Mais quand même, on a nos partenaires, c'est relativement souvent les mêmes gens. Fait qu'à un moment donné, la roue, les gens sont de plus en plus habitués. Ouais. Ça reste que c'est pas le fun de faire des documents de financement, remplir tes bilans, puis tout ça, c'est quand même... souvent, les gens aiment moins ça un peu. Fait que, mais ça fait partie de la game de l'immobilier. Ouais. Mais des fois, ce qu'on fait face, nous aussi, c'est des compagnies, des entreprises immobilières, des holdings, qui n'ont pas fait d'immobilier. Ils ont créé la compagnie en 2022. Ils n'ont juste pas fait d'immobilier ou très peu. Des fois, un immeuble dans la compagnie. Là, on demande les états financiers parce que quand tu fais du financement, les banques demandent les états financiers. Ah, j'en ai pas de fait, jamais fait ça. Fait que des fois, il faut retourner en arrière pour faire les états financiers des 3 dernières années. Je ne sais pas si tu le vis, mais c'est un peu un défi que nous, on retrouve dans nos dossiers de financement de clients. Okay. Ben, honnêtement, ça ne nous est jamais arrivé. Cette situation-là, c'est souvent quand on part une nouvelle compagnie, ben, elle est pour le projet, fait qu'il n'y a même pas d'état financier de fait encore, fait que on est correct. Puis côté partenaire, ben, le holding, c'est des holdings pas opérantes, mais justement des holdings de placement. Donc, c'est déjà des holdings de peut-être 10, 15, 20 ans, des gens à leur retraite ou qui ont vendu des entreprises. Fait que la roue est tournée. Mais on n'est pas à l'abri de ça. Ça peut nous arriver un peu n'importe quand. Là. Puis des fois, souvent, c'est quand la SHL te revient avec des documents manquants. Ils ont 5 jours. C'est ça, c'est 5 jours. Puis 5 jours sont gentils, des fois, c'est 3 jours. Puis là, il y en a un qui est en voyage, il n'est pas là. Ouais. Quand tu as des partenaires passifs, des fois, ils voyagent un petit peu partout autour du monde. Fait que, ça, c'est plus difficile un peu. C'est pour ça qu'on se fait un devoir de demander, je dirais pas plus de documents. La liste au complet, on la demande. Chez PMML, en tout cas, notre équipe, toutes les équipes travaillent de la même façon chez PMML. On demande la liste complète pour être sûr que si la SHL nous revient, enfin, ils ne nous reviendront pas, mais s'ils nous revient, on va l'avoir le document. Parce que si on dit « Ah, c'est beau, Marc-Antoine, ton état
Avis de cotisation, c'est pas grave, grave. on va passer au travers. Puis là, t'es parti en voyage, puis on a 2 jours pour le donner. Ouais. On peut peut-être être mal pris. Nous, on prend pas de chance. La liste, c'est la liste. Oui, on cogne sur le clou, puis les clients disent vous êtes tannant, mais oui, on est rigoureux. En fait, on est plus rigoureux que tannant. Puis ça nous sied bien parce qu'on gagne du temps au bout de la ligne. As-tu un nombre maximal de partenaires? Si, mettons, tu dis, OK, j'en prendrai pas plus que tant de partenaires. Parce que tu se rends à 10 doses, c'est beaucoup, justement, puis c'est une grosse structure. Oui, effectivement. Je pense que le max qu'on s'est rendu, c'est à peu près 7-8. Okay. On dirait que je sais c'est quoi le projet. Ouais. Mais tu sais, là, il faut faire la nuance entre 6-7 actionnaires, compagnie, ou individus derrière. Hein? Tu sais, ça, c'est des fois, on dit qu'on est 6-7, mais il y a peut-être 2 personnes par société, compagnie, fait que finalement, t'es 15. Ouais, mais tu sais, ça dépend de l'ampleur des projets aussi. Les projets ont évolué, notre modèle d'affaires a évolué aussi. Moins tu es de partenaires, plus c'est facile. Ouais. Mais de manière, c'est une question de liquidité aussi. Parce que lui, tu parles de 8 partenaires, c'est un 107 logements. Là, si on parle du même projet, c'est 107. On se entend que ça prend des sous pour faire ça. Donc, à 2-3 partenaires, ça prendrait des poches profondes. Fait que c'est pour ça que vous êtes peut-être 8 là-dedans. Exactement. Fait que celui-là, c'était quand même des bons montants de mise de fonds. Puis on a réussi avec le APH Select à diminuer grandement la mise de fonds parce que sinon on aurait peut-être été plus que 6-7 si on allait avec les scénarios initiaux de financement conventionnel et tout. Là. Fait que, ouais. Comment tu vois l'avenir de l'immobilier? C'est une grande question là, existentielle, mais autant région de Québec, province de Québec, peut-être le Canada au complet. On sait que c'est de plus en plus cher, les loyers sont de plus en plus chers. Il y a une limite à ce que les locataires peuvent payer. On est tous conscients de ça. C'est-tu de faire des plus petits logements? C'est-tu de faire de la colocation, du co-living? C'est-tu d'aller en périphérie, en région, de s'éloigner des grands centres? Comment tu vois le développement immobilier québécois et canadien? C'est sûr que en ville, les loyers sont beaucoup plus chers parce qu'on densifie, il n'y en a plus de terrain. Un petit peu plus en région. Je prends exemple, on a des projets à Sainte-Catherine. C'est à côté de la ville aussi. Puis honnêtement, on loue quand même cher aussi, dans le sens que c'est presque le même prix si ce n'est pas le prix qu'à Québec. Mais il y a du terrain disponible. Puis on n'est pas dans des stationnements intérieurs. Dans notre cas, c'est de l'extérieur. Fait que c'est un peu différent comme type de projet. Un petit peu plus dans la nature, je veux dire. Là, tu te sens moins au centre-ville. Fait que ça, des fois, c'est le fun pour certains types de clientèle. C'est pas tout le monde qui veut vivre dans une tour, justement, au centre-ville. Sinon, côté loyer, sont rendus quand même chers, les loyers, ça continue de monter. Je dis cher, c'est relatif, là. C'est ce qu'on entend que c'est cher. Ottawa, Gatineau, Toronto. Exact. C'est pas cher. Les constructions montent encore, ça continue. Les terrains prennent de la valeur, fait que ça aussi, dans tes acquisitions, ça coûte plus cher. Les assurances, les taxes, tout monte, fait qu'on n'a pas le choix. Mais à l'inverse, je pense qu'on va commencer à avoir une certaine stabilisation, là. Les loyers on a eu des bonnes hausses dans les 2-3 dernières années, puis on va continuer d'en avoir des hausses, mais probablement qu'on va commencer à voir ralentir, je crois. On voit un peu plus de mauvaises créances, honnêtement. On le voit, soit que c'est de la misère à rejoindre les deux bouts. Là. Oui, ou des fois, c'est peut-être clientèle aussi. Là, okay. Je pense que c'est relatif. Notre parc grossit aussi. Fait que, honnêtement, j'ai pas regardé, exemple, si j'irais en termes de pourcentage et non juste d'unités. Peut-être qu'on est au même stade qu'avant, mais je penserais pas, honnêtement, quand on regarde les chiffres, il y en a un petit peu plus qu'avant. Ça va tout le temps bien pareil. Là, je veux dire, on n'a pas de logement vacant, on n'a pas bien de pertes locatives. Oui, il y en a tout le temps un petit peu, parce que c'est normal. Là, c'est l'immobilier, puis c'est pas pour rien qu'on prévoit un peu de vacances et de mauvaises créances dans nos analyses. Mais je dirais que c'est un petit peu ça. On a parlé de 5,5 tantôt. Les unités, grandes unités coûtent plus cher. Fait, est-ce que justement les gens vont pas accepter une plus petite unité? Probablement. Puis on le voit quand même déjà un peu. Même nous, en conception, on fait des immeubles, des 10 unités, un petit peu plus petites qu'avant. Des 3,5 de 900 pieds carrés, on fait plus ça. Là. Avant, il y en avait. Mais là, nous, on n'en fait pas. Du moins, il y a probablement des gens qui en font encore. Mais un 3,5, maintenant, ils vont louer quoi? 1800, 1900? Ça a comme plus de bon sens. Là. Fait que, nous, on a ajusté un peu ces éléments-là. Également pour les financements. Ça l'aide quand tu fais de l'abordabilité. Si tu as juste des unités de 1000 pieds carrés, ça va faire mal quand même sur ta valeur d'immeuble. Donc, Ça ressemble à ça. Quand même. Puis, est-ce que tu penses que le marché va être saturé? Parce que là, la SCHL, il annonce qu'il va manquer, je vais dire, 420 000 logements en 2030. Là, je ne sais pas si c'est le chiffre exact, là, mais c'est un gros chiffre comme ça. Mm-hmm. Tu penses que le marché va être saturé, justement, si on continue à construire à cette vitesse-là? Ben, saturé, je ne penserais pas. Comme je disais tantôt, c'est peut-être qu'à un moment donné, les loyers vont arrêter d'augmenter autant
comme ils le font là, mais les coûts de construction, à un moment donné, il va falloir qu'ils arrêtent d'augmenter aussi. Ouais. Ça Mais suit. c'est un peu ça ma t'sais. question, parce que si demain matin, les loyers arrêtent d'augmenter, mais tes coûts augmentent, ton valeur du terrain augmente, tes assurances augmentent, puis tu fais un projet, puis il faut que tu mettes 28% de mise de fonds, je suis pas sûr que tu vas lever ton immeuble. Non, effectivement. Puis tu sais, là, ce qu'on voit actuellement, puis qu'on est en solution, puis on a des solutions, c'est qu'avec l'abordabilité et tout ça, les coûts de construction qui montent, c'est variable d'un projet à l'autre. Des fois, tu as des projets qui vont mieux s'adapter que d'autres, mais tes coûts de construction qui sont quasiment plus chers que ta valeur économique, t'enlèves l'abordabilité, ça devient intéressant. Fait que, tu sais, là, ça, c'est quand même difficile à gager et à jouer. À l'inverse, le SCHL, ils vont nous juger d'avoir l'abordabilité. On va savoir dans 2-3 semaines. Fait que ça c'est plus... c'est quand même... c'est un enjeu, disons, à ce niveau-là. Okay. Mais tu sais, les promoteurs privés, là, j'en reviens avec ma question, je te pose une sous-question, mais je pense que c'est 620 000, le vrai chiffre là, que la SCHL a sorti, non pas 420 que j'ai dit tantôt, je pense que c'est 620 000 qui manquerait de logement. Mais je me demande comment les gens vont continuer à pouvoir payer des 1700, 1800, 2000, 2000. On fait des dossiers à Gatineau, là, c'est des 2000 piastres par mois. Oui, Ottawa est à côté, puis drive vers le haut, le marché de Gatineau, mais on en construit. Je comprends là, que ceux qui habitent dans des logements à 900 piastres vont peut-être merger vers des appartements à 1300 pour libérer des 900 piastres pour certaines personnes. Je comprends tout ça, mais je me demande juste, la capacité de payer va être limitée un jour. Est-ce que l'État doit s'en mêler? Est-ce que l'État doit subventionner? C'est bien beau construire, mais si les chiffres ne marchent plus, des gars comme toi, puis comme moi, puis comme toi, on va arrêter de construire. Hein. Effectivement, puis tu sais, l'État va s'en mêler, c'est difficile à répondre, puis honnêtement, je le sais pas, là. Tu sais, ils ont fait un congé de taxes, tu sais, ça l'aide, mais ça a quand même une fin, là, qui est bientôt pareille. Ils vont se refaire d'autres choses. Les taux d'intérêt ont baissé, mais comme on disait tantôt, le taux d'intérêt, c'est comme une donnée dans le financement, ça augmente pas ta valeur d'immeuble, un taux d'intérêt. Là. Fait que si tu bâtis plus cher que ce que ça vaut, t'es pas plus avancé. À l'inverse, les gens, il faut qu'ils adaptent un peu aussi leur mode de vie. Là. Si tu vas au resto 2 fois dans la fin de semaine, ça te coûte 300-400$ de restaurant, t'es peut-être mieux de le mettre dans ton loyer. Fait que, à l'inverse, ça peut peut-être ramener un peu certaines personnes sur la terre de mon loyer, me loger, me vêtir. Les habitudes vont changer. C'est comme les une habitudes priorité. de base. Exact. Puis je pense qu'on est dans une génération aussi qu'on dépense un peu d'argent, là, comparé peut-être à avant. Là. La technologie est là, on se fait beaucoup influencer, je pense, là, par... fait que ça peut ramener un peu le monde sur la terre pour moins dépenser, puis va payer le logement, parce qu'à l'inverse, c'est pas au propriétaire non plus à assumer tout ça. Tu parlais de l'État, peut-être que, oui, ça peut être une solution. À l'inverse, c'est nous, on va leur payer un moment donné. Nous, nos enfants. Fait que, si tu la solution, c'est difficile à dire. Là. Je pense que c'est un mix de plein de solutions qui va arriver. Puis au privé, ben on bâtit quand même... Je pense qu'on est les meilleurs pour bien bâtir aussi en même temps. Là. On trouve des solutions, on innove, on optimise des terrains, on sauve des coûts. Je pense qu'il faut continuer de pousser là-dedans. Là. Ben, merci, Marc-Antoine, de t'être prêté au jeu avec nous pour le podcast. Ça fait plaisir. C'était super intéressant. Bien plaisant, merci de l'invitation.